Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de TV Liberté. Aujourd'hui, en compagnie de Christophe Delporte. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci d'intervenir sur TVL. Vous êtes professeur agrégé et docteur de l'université. Après avoir enseigné justement à l'université, vous êtes devenu chef d'établissement dans le second degré. Nous vous recevons aujourd'hui, Monsieur Delporte, dans le cadre de la parution chez Vérone Éditions de votre essai « Indignons-les », sous-titré « Écrits libres et libérés sur l'éducation », un ouvrage disponible sur notre boutique en ligne tvl.fr. Ma première question, Christophe Delporte, vous dédicacez cet ouvrage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Vous dites que ce sont des héros OS, mais aussi des héros AUTS. De quoi, quel message portait-il ? Il portait et il porte encore le message de la résistance à une décivilisation qui n'est pas seulement un combat qui est mené contre la République, mais contre la France elle-même, contre son identité même. Et ils sont héros de la France au sens où Péguy l'entendait des héros qui sont morts sur les champs d'honneur pendant la guerre 14-18. Ils avaient face à eux des élèves qui les ont trahis même. C'est des peurs que vous avez eues, vous, comme directeur d'établissement, au moment de se dire ces jeunes que j'ai en face de moi, un jour, peut-être peuvent-ils se retourner contre l'institution que j'incarne ? Personnellement, je n'ai pas eu peur, mais j'ai rencontré beaucoup de professeurs qui ont peur, qui ont toujours peur. Il y a 56% des enseignants qui, aujourd'hui encore, se censurent. Pour des raisons très simples, c'est que l'institution éducation nationale a relativisé la civilisation judéo-chrétienne. Et par ce relativisme, elle a laissé s'imprégner dans une sous-culture, une forme de violence à l'encontre de l'institution scolaire qui est le dernier bastion de résistance face à l'islamisation de la France, face au wokisme, si on peut parler aussi de ce type d'idéologie, ou du relativisme. L'assassinat de Samuel Paty date de l'automne 2020. Est-ce que, selon vous, la situation s'est aggravée depuis ? On avait promis une libération de la parole des professeurs, une meilleure protection pour les professeurs. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté sur le terrain ? Non. La situation s'est aggravée. À preuve, Dominique Bernard a été assassiné au mois d'octobre dernier. Les ministres se perdent en logorée pour nous expliquer que ce sera la dernière fois qu'ils lutteront contre les fondamentalismes. Mais force est de constater que l'ennemi est plus puissant qu'il n'y paraît et que aussi on laisse par lâcheté, par procrastination, on laisse faire ce qui ne devrait pas se faire. Des élèves qui sont fondamentalisés, que l'on sait fondamentaliser dans les établissements et que l'on laisse sur place. On laisse les élèves parler en arabe, insulter les professeurs en arabe dans les cours, etc., sans que personne n'intervienne jamais. Et on s'explique, et on ne s'explique plus ensuite pourquoi ils vont plus loin, et toujours plus loin, mais à force de tirer sur le fil, ils cassent. Revenons-en au cœur du propos de votre livre, avec une question à la fois simple et en même temps tellement complexe. Christophe Delporte, qu'est-ce qu'éduquer, selon vous ? Quelle est la définition que vous donnez à la mission de l'éducateur ? Quelle mission pour l'éducateur aujourd'hui ? La mission de l'éducateur, elle est celle d'élever, au sens presque agricole, de mettre le grain de blé en terre et de le faire germer pour en donner le plus bel épi. Et sachant qu'il y a l'ivraie qui pousse au milieu du blé, mais il appartient à l'éducateur de faire en sorte que la jeune pousse ne pousse pas de manière anarchique, mais soit encadrée par l'instruction et par l'éducation, et que la jeune pousse puisse elle-même être un germe d'espérance. Finalement, éduquer, c'est s'enfermer dans l'espérance. Je parle des vertus cardinales dans mon livre. J'aurais tout aussi bien pu parler des vertus théologales, puisque la vertu d'espérance est une vertu fondamentale quand on est éducateur.
Malheureusement, aujourd'hui, l'espérance n'est plus le moteur de l'éducation. Quand on lit Jaurès, je suis loin des idées de Jean Jaurès, mais quand on lit Jaurès, quand on lit Ferry, quand on lisait, ou quand on lit des personnes peut-être plus proches de mes idées comme Edith Stein ou Simone Weil, on a cette idée que chaque naissance est une espérance. Et que une espérance pour un avenir meilleur pour le monde, un avenir meilleur... c'est pour ça que je dis qu'il y a une eschatologie de l'éducation, parce que on va vers un monde qui devrait être meilleur à force d'éducation. Et à rebours de tout cela, malheureusement, on a plutôt l'impression d'un monde qui régresse qu'un monde qui progresse. Et si j'ai intitulé mon livre « Indignons-les », c'était en partie pour répondre à Stéphane Hessel, le talent en moins, malheureusement, quand il a écrit son Indignez-vous et sa petite poussette, et dans lesquelles il poussait les jeunes, une forme de lâcheté, à abandonner le passé et à se projeter dans un avenir qu'ils ne maîtrisaient peut-être pas eux-mêmes, sans enracinement, sans aucune valeur et sans aucun mur porteur. Et une éducation sans mur porteur est une éducation, c'est créé dans l'Évangile, c'est donc parole d'Évangile, on va dire cela. La maison doit être bâtie sur le roc, sinon elle ne tient pas bien longtemps. Oui, puisque vous rappelez aussi dans votre livre, c'est que contrairement aux autres espèces, l'homme doit passer par l'autre pour devenir lui-même. C'est-à-dire que sans éducation, il ne devient jamais ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il ne devient pas un homme ou une femme. Tout à fait. Et c'est la grande question de l'empathie actuellement, sur laquelle je suis en train de travailler. On nous parle, on nous assomme d'empathie, mais la rencontre n'est possible que dans la mesure où il y a un humus commun, que dans la mesure où il y a un enracinement commun, que dans la mesure où les uns et les autres peuvent se relier à une espérance commune. Et aujourd'hui, autrefois, la République était une espérance, si elle pouvait en être une. Elle était une religion, en tout cas pour un certain nombre des instituteurs, ils servent dans la République, etc. Aujourd'hui, l'espérance qu'a chacun, c'est son selfie, c'est son portable et ses petites poussettes qui s'amusent avec son pouce et qui finalement se soucie guère peu de ce qui se passe à côté de lui. Et il y a là une source d'indignation. Et indignons-les, c'est indigner d'une part les jeunes en leur donnant des discours qui ne vont pas dans le sens qu'ils voudraient qu'ils aillent. Il ne s'agit pas de faire du bisounours à longueur de journée quand on est à l'école. On nous abreuve de bienveillance, mais la bienveillance n'est rien sans fermeté et sans autorité. Et puis, il faut absolument que l'on redevienne, oui, comme les fondateurs, alors j'en parle dans un livre que je suis en train d'écrire, mais les fondateurs des écoles jésuites, la Ratio Studiorum, qui fondent l'éducation sur le bien commun et sur la conviction qu'il y a une loi naturelle, un beau, un bien, un vrai, un bon, et que le relativisme, le wokisme sont des idéologies mortifères qui ne pourront conduire qu'au chaos. Alors justement, on parlait de l'assassinat de Dominique Bernard et de Samuel Paty. On oppose souvent à cet entrisme islamiste dans l'école la laïcité républicaine. Est-ce vraiment la bonne réponse? Parce qu'elle comporte aussi cette part de relativisme. La laïcité, c'est un concept. Et elle doit se vivre et s'éprouver si on veut qu'elle existe. Et je crois qu'à elle seule, le concept à lui seul ne sert à rien s'il n'y a pas d'enracinement, encore une fois, dans une culture, dans une foi peut-être, pour ceux qui la partagent, un enracinement qui fait que l'on peut aller dans la modernité. La modernité, ça n'est pas simplement
comme le disait Stéphane Hessel, foncer, foncer, foncer. La modernité, c'est s'appuyer sur le roc et puis avancer pas après pas, tomber parfois pour avoir un but. Voilà. C'est en conclusion, je parle de ces trois tailleurs de pierre qui construisent une cathédrale et qu'il n'en est qu'un qui finalement, voilà, c'est exactement ce à quoi il sert. Et dans le schéma de la laïcité à l'heure actuelle, le discours sur la laïcité que l'on a aujourd'hui et tel qu'on veut l'enseigner aujourd'hui par l'empathie, etc., sont des chemins qui ne sont pas des chemins de traverse, qui ne sont même pas des chemins buissonnés, qui sont du bavardage et souvent une perte de temps pour les élèves. Quand on regarde les programmes d'éducation civique et morale, on met une urne au fond de la classe pour leur montrer comment on vote et ce qu'il faut voter. On leur dit aussi ce qu'il faut voter parfois à l'école. Mais on ne leur explique pas que le bien commun existe et que l'homme vit en société et que la laïcité n'a de fondement que si l'on a conscience d'être société et de faire société. Sur cette notion, Christophe Delporte, de refaire société, n'y a-t-il pas aussi, disons les choses, une forme de responsabilité du corps enseignant? Vous vous rappelez par exemple que certains professeurs obtiennent leur poste après avoir obtenu 6 sur 20 à leur concours. Comment transmettre ensuite, quand il y a une telle crise même de la vocation au sein du corps enseignant? La faillite du système scolaire français repose sur la formation des enseignants. D'une part, formation technique, pédagogique, pour peu que cela s'enseigne réellement. Le charisme pédagogique, ce que j'appelle l'autorité déontique, on l'a ou on ne l'a pas. En revanche, l'autorité épistémique, la connaissance, le savoir, ce qui fonde l'enseignement, aujourd'hui est tellement dilué dans des pseudo-savoirs, dans des pseudo-connaissances, que les maîtres ne sont plus maîtres de ce dont ils devraient être les maîtres et ne peuvent plus guère témoigner que de maigres connaissances. Et on entend parfois sur des chaînes de télévision, une chaîne de télévision pourtant qu'on ne peut pas forcément accuser de wokisme, mais j'entendais l'autre jour sur CNews un chroniqueur dire il faudrait que, après quelques années de BAFA, on puisse être titularisé dans l'éducation nationale. Ça n'est pas un métier anodin que d'être enseignant, c'est une mission. Je pense même que c'est une vocation, que l'on n'a pas forcément vocation à être toute sa vie enseignant, et qu'il est nécessaire de regarder ailleurs parfois pour pouvoir mieux appréhender la société telle qu'elle est. Justement, ces allers-retours entre l'école et le monde, le siècle, si j'ose dire, comment peut-on, et faut-il d'ailleurs, résister à une forme d'entrisme de la société contemporaine à l'école aujourd'hui, avec ce qu'elle renvoie? Aussi, vous parliez du manque d'empathie tout à l'heure. Est-ce qu'il faut refaire de l'école un sanctuaire, oui, ou c'est une vision un petit peu naïve des choses? Non, il faut revenir... il faut relire la trilogie de Pagnol, Le temps des amours, Le temps des secrets et le troisième, j'ai oublié, dans lequel le petit Marcel raconte son histoire de jeune collégien. Et on a là une école sanctuaire dans laquelle on n'autorise pas la société à entrer, où la société n'entre que par précaution. Et quand Nicolas Sarkozy, il y a quelques années, a voulu développer tous azimuts l'enseignement de l'économie au détriment de l'enseignement des langues classiques, par exemple, on a beaucoup perdu et l'école n'a pas à être le reflet de la société, parce que l'école doit être celle qui doit être à même de transformer la société. Et si elle en est le reflet, elle ne pourra plus la transformer. Et pour ma part, et c'est peut-être un peu de la morgue de ma part, mais je considère que un maître est un guide, est un témoin, et que on ne doit pas regarder l'éducation nationale
avec les propos parfois que Mme Belloubet a encore dans sa lettre de rentrée de septembre, où on parle d'inclusion des élèves, de bienveillance à l'endroit des élèves, etc. Mais nulle part il n'est question de nourrir les connaissances des élèves, nulle part il n'est question de nourrir les espérances des élèves. Et une jeunesse qui n'a plus d'espérance, et la culture est une espérance, est une jeunesse qui part en déshérence, qui part dans le communautarisme, qui se délite et qui aboutit à des meurtres comme celui de Dominique Bernard ou Samuel Paty. Nous discutons de l'effondrement un petit peu du système scolaire. Vous rappelez aussi un élément important, c'est que l'école a négligé peut-être l'intelligence de la main en se focalisant uniquement sur celle de l'esprit. En quoi sont-elles indissociables, selon vous, ces deux intelligences? Alors, on est homo faber, on est homo sapiens, et pour être homo suffragans, citoyen, puisqu'on est en république, il est nécessaire que homo faber et homo sapiens se rencontrent. Aujourd'hui, homo faber, l'élève technicien, l'élève en enseignement professionnel, il est enfermé dans une spécialisation qui ne lui ouvre plus l'esprit. Il n'y a plus que 15% de matière générale sur un tronc commun. Et on ne laisse plus aux jeunes qui ont cette intelligence de la main, qui est une véritable intelligence, même si elle a été méprisée au Moyen-Âge, l'intelligence de l'artisan, ces artisans qui ont fait la France moderne, des corporations jusqu'à la Révolution française, etc. Eh bien, cette France active de l'artisanat, cette France du travail, qui doit être nourrie intellectuellement, et j'insiste même pour qu'on mette de la philosophie en enseignement professionnel. On en met à l'école primaire, alors pourquoi pas en mettre en lycée professionnel, parce que je pense qu'il faut permettre à chacun de réfléchir les actes qu'il pose, et que quand on a l'intelligence de la main, quand on a l'intelligence d'un geste, il faut que l'on puisse lui donner un sens. Ça renvoie à votre conclusion sur les bâtisseurs de cathédrales. Christophe Delporte, un facteur d'abêtissement contemporain, en tout cas souvent désigné comme tel, sur lequel je voulais vous interroger, c'est l'emprise des écrans. Aujourd'hui, chez beaucoup de jeunes, au cours des dernières semaines, plusieurs voix sont élevées pour réclamer l'interdiction des écrans chez les enfants, les adolescents. Y êtes-vous favorable et avez-vous, comme chef d'établissement, constaté les effets délétères de ce monde numérique sur les esprits? Oui, avec une expérience qui est double, parce que dans l'un de mes établissements, j'avais généralisé la tablette pour les élèves, sans pour autant négliger le livre et le cahier. Elle ne devait être qu'un outil complémentaire pour une information complémentaire. Parce que, et c'est ce que je reproche à l'ouvrage Petite Poussette, dont on parlait tout à l'heure, on nous laisse à croire que par les nouvelles technologies, par Internet, par Wikipédia, Edgar Morin et Serre sont béats devant Wikipédia. Je ne sache pas que l'on apprenne beaucoup à lire peu, et que l'on apprenne beaucoup par des succédanées de réponses que l'on trouve dans des écrans qui sont manipulés par des esprits que l'on ne maîtrise pas pour le coup. Et Edith Stein le disait très bien, que pour être un bon maître, il faut apprendre beaucoup, et que pour être un bon élève, il faut lire tout. Et je crois que revenir au livre, c'est fondamental. Hermann Hesse disait que tôt ou tard, le livre reviendrait au cœur du modèle social, parce qu'il est le seul vecteur d'idéalisation du monde, et il est le seul vecteur d'ouverture
au rêve. Et l'intelligence artificielle ou tout ce que l'on voudra ne viendront jamais se substituer au rêve, ne viendront jamais se substituer à l'intelligence de la main, à l'intelligence spirituelle de l'homme aussi, parce que la culture et l'école, elle a aussi à se soucier de la part mystique de l'enfant et du jeune, et les nouvelles technologies, les écrans, n'y feront jamais rien. Et il est plus que temps d'agir, parce que on est dans dans une société dans laquelle je m'aime tellement que je fais des selfies à longueur de journée, que j'envoie des selfies à longueur de journée à tout à chacun, et que j'en oublie de regarder les autres, de regarder ceux qui sont autour de moi, et à ne pas regarder ce qu'il y a autour de soi. On arrive à des extrémités, comme l'assassinat de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, parce que justement, on n'a pas prêté attention aux risques d'à côté. On n'a pas porté attention à l'abaya, on n'a pas porté attention au voile islamique qui se répand partout. Et il faut que l'homme reprenne en main un peu, beaucoup, ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un être de réflexion et un être qui est libre parce qu'il a la connaissance. Et il faut reconquérir cette liberté qui sera le gage de l'espérance de la société de demain. Ma dernière question, Christophe Delporte, vous qui la côtoyez, et malgré les travers que vous décrivez, avez-vous encore foi dans la génération qui vient? Oui, j'ai eu la chance, j'ai une double expérience entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Je ne vais pas opposer les uns et les autres, mais dans les uns et les autres, tant dans le privé que dans le public, j'ai rencontré des élèves qui voulaient y croire et qui pensaient encore que la connaissance a une valeur et que se distinguer par la connaissance, c'était tout aussi bien que de se distinguer par le joint qu'on a dans la poche ou par la cocaïne que l'on a le week-end. Et j'ai fort apprécié des échanges avec des élèves qui n'étaient plus possibles avec des professeurs, parce que les professeurs trouvaient ces auteurs un peu dépassés. Mais je me souviens de Noé, par exemple, un de mes élèves de terminale qui était fasciné par Charles Péguy, tel autre qui était fasciné par Bernanos, des auteurs qu'on ne lit plus ou qu'on ne veut plus lire et qui pourtant sont porteurs d'une véritable modernité, mais que l'on n'enseigne plus parce que maintenant c'est la littérature de gare, la littérature de supermarché en tête de gondole. À côté des saucissons, vous avez Marc L et autres Musso. Voilà, il faut retrouver les fondements et retrouver ce qui fait sens. En tout cas, je suis viscéralement ancré en espérance. Et c'est pour ça que ma devise, et je la mets en quatrième de couverture, ma devise dans mon dernier établissement, une traduction un peu personnelle, sciat ut serviat, qu'il sache pour qu'il serve, parce que la connaissance est là pour que nous puissions nous mettre les uns au service des autres. Merci infiniment, Christophe Delporte, pour Merci cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru chez Véron Éditions, Indignez-les, sous-titré Écrits libres et libérés sur l'éducation, un ouvrage que vous pouvez vous procurer sur notre boutique en ligne tvl.fr. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet échange autour de vous. À très bientôt sur TV Liberté.